Allez, on va reprendre. Alors ici, vous avez la représentation de la voie afférente de la douleur. Donc ici, vous stimulez avec un stimulus nociceptif. Les nocicepteurs sont des terminaisons nerveuses avec de nombreuses ramifications et qui sont libres, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ceci va faire naître un potentiel d'action qui va être véhiculé le long de la fibre et qui va libérer un neuropeptide que l'on appelle la substance P. La substance P qui est véritablement le neuropeptide de la douleur. Alors, juste une petite parenthèse pour la minute culturelle du jour. Pendant longtemps, les anglophones d'entre nous ont dit substance P, c'est évident, mon cher Watson, P pour pain, pour la douleur. Pain. Pas le pain qu'on mange, c'est pain. Et en fait, non, pas du tout. Hein? En fait, P, c'était pour powder. À l'époque, lorsque les Suédois l'avaient découvert, c'était sous forme de poudre. Et donc, ils ont appelé cette substance P la substance qui vient de la poudre. Et non pas de la douleur, parce qu'ils ne connaissaient pas encore la signification physiologique. Voilà. Donc, il faut rendre à l'histoire ce qui appartient à l'histoire. Les Suédois l'appelaient P pour powder, et ensuite, les physiologistes l'ont appelé P pour douleur, en anglais. Donc la substance P sera libérée à partir des terminaisons nerveuses pour aller agir sur le deuxième neurone qui se trouve dans la corne postérieure de la moelle, sur des récepteurs qu'on appelle des récepteurs de type NK1, NK pour neurokinine, comme on le verra tout de suite après. Et donc, c'est la liaison de la substance P sur le récepteur NK1 qui va entraîner une dépolarisation, puisque la substance P va entraîner une dépolarisation de ce neurone postsynaptique, laquelle dépolarisation sera suffisante pour entraîner la naissance du potentiel d'action et donc véhiculer le signal vers le cortex cérébral, vers le thalamus d'abord et le cortex cérébral ensuite. À côté de cette voie afférente, il existe une voie efférente, une voie descendante, que l'on appelle la voie descendante de l'analgésie, en opposition à la précédente voie ascendante, qu'on appelle la voie ascendante de la douleur. Quand ça monte, ça véhicule le message douloureux. Ce message douloureux sera modulé. C'est une modulation synaptique, par cette voie descendante de l'analgésie. Par quel mécanisme? Tout simplement par la libération d'autres neuropeptides que l'on appelle des endorphines, lesquelles endorphines vont aller agir sur des récepteurs opioïdes localisés sur la terminaison nerveuse de la voie du premier neurone ascendant. Et la liaison des endorphines sur ces récepteurs opioïdes vont entraîner une hyperpolarisation, donc diminuer l'entrée de calcium dans la cellule, donc empêcher la dégranulation des vésicules synaptiques, donc empêcher la libération de la substance P. Et c'est ainsi que les endorphines agissent pour freiner la transmission synaptique de la voie douloureuse. Donc, empêche la libération de la substance P. Retenons que les endorphines empêchent la libération de la substance P. S'il n'y a pas de libération de substance P, il n'y aura pas de transmission synaptique. Alors, rapidement, donc, on va maintenant parler de ces différents neuropeptides, les uns véhiculant la sensation douloureuse, la substance P, les autres permettant d'empêcher cette sensation douloureuse, les endorphines. Donc, pour rappel, par rapport au cours d'hier, deux types de neurotransmetteurs, les petites molécules, on en a vu quatre familles, et puis les neuropeptides. Alors,
Première famille des neuropeptides jouant un rôle dans la modulation de la sensation douloureuse, les tachykinines. Alors, les tachykinines, voilà un tableau qui liste dans la première colonne les gènes qui codent pour ces neuropeptides. La deuxième colonne, qui est la plus importante, qui liste ces neuropeptides. Et vous voyez qu'il y a la substance P et la neurokinine A qui, tous les deux, proviennent d'un seul et même gène. Et puis, la neurokinine B, qui est une autre neurokinine qui provient d'un autre gène, que le gène NKB. Peu importe, retenons simplement que substance P, comme neurokinine, appartiennent à la famille des tachykinines et ces substances, ces neuropeptides, véhiculent la sensation douloureuse. La substance P étant le chef de file. Ces neuropeptides agissent sur des récepteurs membranaires qui sont des récepteurs couplés aux protéines G. Bon, pour l'instant, il y a 3 types de récepteurs qui ont été identifiés. Retenons simplement le premier type, le récepteur NK1, qui sont prépondérants et pour lesquels il va bientôt avoir des antagonistes qui vont être commercialisés dans le but d'antagoniser la sensation douloureuse. Les antagonistes des récepteurs NK1. Donc retenons simplement de cette diapositive, oublions tout le reste, retenons simplement que la substance P fait partie de la famille des tachykinines, c'est le neuropeptide essentiel dans la transmission de la sensation douloureuse et ce neuropeptide agit en activant le récepteur NK1. À côté des tachykinines, donc substance P et neurokinine A, eh bien, existe une deuxième famille de peptides contrôlant la sensation douloureuse qu'on appelle les peptides opioïdes. Bon, pour mémoire, d'autres peptides ici, les peptides pituitaires, les peptides gastro-intestinaux, qui sont des neurohormones qui ne jouent pas de rôle dans la neurotransmission. Donc on peut oublier. Alors les peptides opioïdes, en fait, constituent une famille est constituée de 3 sous-familles plutôt. La sous-famille des endorphines, la sous-famille des encéphalines et la sous-famille des dynorphines. Tout le monde retiendra la famille des endorphines qui veut dire la morphine endogène. La morphine endogène. Et retiendra que ces endorphines jouent un rôle inhibiteur de la douleur. Mais sachons qu'à côté des endorphines, il y a également des encéphalines et il y a également des dynorphines. Alors, les peptides opioïdes, on les voit dans le détail ici, avec les 3 familles, endorphines, encéphalines et dynorphines, avec les précurseurs. Le POMC que vous connaissez. Oui. Oui. Vous connaissez, mais vous avez oublié pour certains. Donc la pro-opio-mélanocortine, on le reverra tout à l'heure très rapidement, qui est le précurseur de l'endorphine. La proencéphaline, qui est le précurseur de 2 encéphalines, la meth et la loencéphaline. Et puis la prodynorphine, qui est le précurseur de 2 dynorphines, la 1,8 et la 1,17. Bon. Retenons les 3 familles de tout à l'heure, endorphine, encéphaline et dynorphine. Peu importe les sous-types de dynorphine et d'encéphaline. Concentrons-nous sur l'endorphine, la bêta-endorphine. Voilà le POMC, la pro-opio-mélanocortine, et vous voyez que l'endorphine qui est là, est simplement dérive de la pro-opio-mélanocortine qui en fait dérive d'un peptide encore précurseur qu'on appelle la pré-pro-opio-mélanocortine. Donc c'est un seul et même gène qui ensuite va être transcrit en ARN messager, maturation, traduction, et puis vous allez avoir d'abord ce POMC qui ensuite sera clivé pour donner de la CTH ici, et puis un autre peptide qu'on appelle le bêta-LPH, lequel, lorsqu'il est clivé, va donner le gamma-LPH et la bêta-endorphine. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que vous allez avoir synthèse de l'endorphine en même temps que de la CTH.
puis accessoirement du alpha-MSH qui permet de donner cette coloration bronzée à la peau, du CLIP et du gamma-LPH. Mais pour ici, pour ce qui nous intéresse, l'endorphine est synthétisée en même temps que, et produite en même temps que la CTH. Puisque les deux proviennent de la pro-opio-mélanocortine. Opio pour opium, mélanocortine ici. Mélano et cortine pour la CTH. Alors, très rapidement, c'est que la CTH, vous le savez, est cette hormone hypophysaire qui permet de stimuler le cortex surrénal et donc la synthèse du cortisol. La CTH est mise en jeu dans toutes les situations de stress. Et en effet, la sécrétion de cortisol est là pour répondre à la situation de stress. Et que la morphine, en revanche, eh bien, elle inhibe la sécrétion de la CRH, donc elle inhibe la sécrétion de la CTH. Mais maintenant que nous savons que la bêta-endorphine et la CTH sont produits en même temps, juste pour revenir en arrière, eh bien, nous savons, notamment chez des gens qui font de la course de fond. La course de fond n'est rien d'autre qu'une situation de stress physiologique bénéfique, mais une situation de stress quand même. Vous avez la sécrétion de la CTH pour répondre à la situation de stress, mais en même temps la sécrétion de bêta-endorphine. Ce qui fait que ces gens-là, au bout d'un certain temps, s'habituent, ils sont tellement bien sous bêta-endorphine qu'ils ont un syndrome de manque lorsqu'ils s'arrêtent. Vous le savez, ça. Et alors, l'explication physiologique, c'est pour aider les coureurs, les marathoniens à vaincre la douleur, à aller au-delà d'eux-mêmes, etc., etc. Grâce à la bêta-endorphine. Alors, cette bêta-endorphine, elle est là, avec l'édinorphine et les encéphalines. Et surtout, cette diapositive nous permet de présenter les 3 types de récepteurs aux endorphines, que sont les récepteurs kappa, mu et delta. Et en fait, vous voyez, quel que soit le type de récepteur, alors que faut-il retenir ici? Est-ce que j'ai mis la morphine quelque part? Voilà, la morphine est là, et en fait, la morphine agit sur le récepteur mu, qui est le prototype des récepteurs aux opiacés. Les 3 types de récepteurs, kappa, mu ou delta, ce sont des récepteurs qui vont entraîner une hyperpolarisation lorsqu'ils sont stimulés. En effet, le récepteur mu et le récepteur delta sont couplés à un canal potassique qui va s'ouvrir lorsque ces récepteurs sont activés, donc il va entraîner une hyperpolarisation. Alors que le récepteur kappa, lui, est plutôt couplé à un canal calcique, mais qui, lui, va se fermer, donc qui va empêcher l'entrée de calcium. Donc favoriser également une hyperpolarisation. Dans les 3 cas, à chaque fois que vous avez activation d'un de ces 3 types de récepteurs, vous allez avoir soit une hyperpolarisation directe, soit l'empêchement d'une dépolarisation, donc favoriser une hyperpolarisation. Les bêta-endorphines, ce qui nous intéresse, agissent soit sur le récepteur kappa, soit sur le récepteur mu, soit sur le récepteur delta. Hyperpolarisation, donc empêcher le calcium d'entrer dans la cellule, empêcher la libération de la substance P. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, les récepteurs opioïdes. On voit les 3 types de récepteurs. La première chose que l'on retiendra, c'est que les 3 types de récepteurs sont capables de faire naître l'analgésie, de faire disparaître la douleur, quel que soit le type, mu, kappa et delta. Mais qu'en plus, le récepteur mu, qui est le mieux connu, eh bien, va avoir d'autres effets, notamment la sédation. C'est pour ça que la morphine, ça endort, en même temps que ça calme la douleur. L'euphorie, pas dans l'endormissement, mais vous savez, juste avant de planer, eh bien, on est bien.
mais que si on exagère, on sera moins bien avec la constipation. Et si on continue, eh bien, on sera définitivement bien avec la dépression respiratoire, avec le risque mortel que cela comporte. Donc, faire très attention lorsque vous voulez donner un morphinomimétique à un patient qui est en insuffisance respiratoire. Le risque de la dépression respiratoire est réel. Donc, analgésie, sédation, euphorie, constipation, dépression respiratoire, ce sont des effets qu'il faut connaître concernant les effets pharmacologiques de la morphine. Puis vous verrez plus dans le détail en pharmacologie. Maintenant, parlons des mécanismes analgésiques endogènes. Donc, les endorphines sont libérées quand? Lors de l'exercice. Le second souffle, la drogue des marathoniens, on en a déjà parlé. Le stress. Lorsqu'on est stressé, en fait, un stress extrême, imaginez que vous soyez un animal mâle, qui est bien quand même, lorsque deux cerfs qui s'affrontent, eh bien ça peut être violent. On a l'impression qu'ils n'ont plus mal, et en effet, ils n'ont plus mal parce que le stress engendré par cette situation de lutte va entraîner la sécrétion d'endorphines, donc une certaine analgésie. L'hypnose, paraît-il, je ne sais pas trop, et l'acupuncture, paraît-il, je ne sais pas davantage. Donc, retenons simplement les situations de stress et l'exercice. Alors maintenant, je vais vous parler d'une molécule qui est tout à fait intéressante, qui est de connaissance relativement récente, qu'on appelle DREAM, pour, vous lisez, Downstream Regulatory Element Antagonistic Modulator. Que fait cette protéine? C'est une protéine qui inhibe la transcription du gène de l'endorphine, de la dynorphine. Elle inhibe la transcription du gène de la dynorphine. En d'autres termes, la protéine DREAM est là pour favoriser la sensation douloureuse. On est d'accord, hein, puisqu'elle inhibe la transcription de la dynorphine qui, elle, fait partie de la famille des opiacés. C'est une calciprotéine. En d'autres termes, c'est une protéine qui peut lier le calcium. Mais en fait, dans ce cas-là, le calcium, en se liant à la protéine DREAM, va inhiber cette protéine. Donc, cette protéine a pour but d'inhiber la transcription du gène de la dynorphine, d'inhiber la production de la dynorphine. Elle-même, cette protéine DREAM est sous la dépendance est contrôlée par le calcium qui l'inhibe. Alors, on va voir comment ça se passe en réalité. Ici, vous avez un clou qui rentre dans une peau, créant une sensation douloureuse, avec cette inférence qui va être véhiculée, et vous avez le signal nociceptif par la libération de la substance P. On est d'accord. La substance P ici se trouve dans le deuxième neurone qui, lui, se trouve dans la corne postérieure de la moelle. Et si la substance P eh bien, agit sur les récepteurs NK1, vous allez avoir apparition d'une dépolarisation suffisante pour entraîner un potentiel d'action. Sachons que il existe un interneurone qui, lui, est également stimulable par la substance P. Cet interneurone est un interneurone capable de synthétiser la dynorphine. C'est un interneurone dynorphinergique. En situation normale, c'est-à-dire en l'absence de stimulus douloureux, la dynorphine est inhibée par la protéine DREAM, qui est exprimée, qui fonctionne de façon constitutive.
D'accord? Donc la molécule DREAM qui est là inhibe la transcription du gène codant pour la dynorphine. Maintenant, lorsque vous stimulez cette terminaison nerveuse avec ce nocicepteur, vous allez avoir la naissance du potentiel d'action qui va arriver ici, libération de la substance P là, mais également ici. Mais cette substance P libérée ici va entraîner une dépolarisation et donc une entrée de calcium dans cet interneurone. L'entrée de calcium va inhiber DREAM, va ainsi permettre la synthèse de la dynorphine qui va venir moduler, c'est-à-dire diminuer la sensation douloureuse qui est née suite à la stimulation directe de la substance P sur le deuxième neurone. Donc ce qu'il faut retenir simplement, très simplement, c'est vraiment très simple. Là, je suis fatigué. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que il existe une possibilité de modulation de la sensation douloureuse. À chaque fois qu'il y a un stimulus nociceptif qui naît, vous allez avoir une sensation douloureuse suffisante pour alerter notre corps du danger, mais guère plus importante quand même, parce qu'on n'est quand même pas maso. Et donc il faut que cette sensation douloureuse soit juste ce qu'il faut, pas trop importante, grâce à la libération de la dynorphine engendrée par la substance P. Substance P, naissance directe de la stimulation douloureuse, et puis synthèse de la dynorphine. Maintenant, quand vous n'avez plus de la protéine DREAM, eh bien, vous allez avoir une synthèse de dynorphine en continu, et donc une inhibition de la sensation douloureuse. Et on peut effectivement imaginer une stratégie thérapeutique inhibant DREAM pour libérer la dynorphine afin de diminuer la sensation douloureuse. Ce n'est pas impossible, c'est une possibilité. L'inhibition de DREAM va participer à l'analgésie. Maintenant, je vous parle de nociceptine, qui est une autre protéine qui auparavant agissait sur un récepteur orphelin qu'on appelle ORL1, opioid-like récepteur de type 1, dont le ligand naturel a été découvert, qui est la nociceptine. Cette nociceptine a une structure moléculaire très proche de la dynorphine. Donc on s'attendrait à ce que cette nociceptine ait des effets antalgiques. Eh bien non. Puisqu'elle s'appelle nociceptine, eh bien, cette nociceptine a un effet physiologique qui entraîne une hyperalgie. Ils sont exprimés au niveau de l'hypothalamus et du tronc cérébral. On ne connaît encore pas très bien les fonctions physiologiques, mais la raison pour laquelle je vous montre cette nociceptine, c'est pour vous dire que des molécules relativement proches de la dynorphine, qui est en fait une molécule antalgique, peuvent avoir un effet inverse, un effet hyperalgique, comme la nociceptine. Maintenant, je vais quand même vous parler des prostaglandines. L'aspirine, tout le monde connaît depuis tout le temps, depuis nos grands-mères respectives, que lorsqu'on a mal, il suffit de prendre l'aspirine et on a moins mal. Maintenant, la question posée est pourquoi ? Parce que, vous allez dire, l'aspirine inhibe les prostaglandines. Et donc la question, c'est pourquoi les prostaglandines participent à la sensation douloureuse. Donc les prostaglandines sont données ici. La voie de biosynthèse très simplifiée, les phospholipides membranaires qui donnent l'acide arachidonique, sous l'effet de la cyclooxygénase va donner les prostaglandines, ou bien l'hypoxygénase va donner les leucotriènes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'activité des nocicepteurs peut être renforcée par la présence des prostaglandines, qui en fait vont augmenter la réponse de ces nocicepteurs au même stimulus. Donc renforcement de la réponse des nocicepteurs aux stimuli douloureux. Et donc, ceci explique l'effet antalgique de l'aspirine et des autres anti-inflammatoires. Il n'y a pas que l'aspirine
qui peuvent avoir un effet antalgique, les anti-inflammatoires peuvent aussi avoir un effet antalgique. Et voilà une diapositive qui nous montre comment ça marche. Ici, vous avez le nocicepteur avec cette possibilité de libérer la substance P déjà localement. Hein, et puis, le sens du potentiel d'action qui va aller vers la moelle épinière. Et lorsque vous stimulez ce nocicepteur, vous allez entraîner ce qu'on appelle un réflexe d'Axone. Je ne sais pas si je vous avais déjà parlé de ce réflexe d'Axone, qui n'est ni un réflexe ni un phénomène impliquant un axone. Je vous l'avais dit ou pas? Non? D'accord. Alors, donc je vous parle. Alors, le réflexe d'Axone, c'est quoi? C'est simplement le fait de stimuler le nocicepteur, de faire naître un potentiel d'action qui, au lieu d'aller jusqu'au niveau central, donc jusqu'au niveau du deuxième neurone dans la corne postérieure de la moelle, eh bien, le potentiel d'action va prendre un chemin détourné pour repartir vers un autre dendrite et entraîner la libération de la substance P, la libération locale de la substance P. D'accord ? Donc vous stimulez ici et vous allez avoir une libération locale de la substance P sans qu'il y ait pour autant un passage par les centres intégrateurs. Alors cette substance P déjà, la libération de cette substance P va permettre d'une part la vasodilatation pour faire arriver des cellules sanguines, et notamment des cellules immunitaires, dans le cas où l'agresseur est une substance qu'il va falloir neutraliser du point de vue immunologique, donc vasodilatation, mais également la libération mastocytaire d'histamine qui va favoriser cette vasodilatation. Donc la substance P non seulement est une substance qui va véhiculer la sensation douloureuse avec le message qu'il va envoyer au niveau du cortex cérébral, mais c'est également une substance locale pour amplifier la réponse vasomotrice. Et ceci va entraîner ce qu'on appelle une des dommages, une destruction cellulaire, qui libère ainsi le potassium, la sérotonine, la bradykinin, les prostaglandines et les leucotriènes. Donc qui libère des produits provenant de la destruction de la cellule, des cellules locales. Alors parmi ces produits, on distingue deux types. Les produits qui vont activer la fonction de ces nocicepteurs et d'autres qui vont sensibiliser ces nocicepteurs au stimulus douloureux. Donc qui vont entretenir la sensation douloureuse. Donc parmi lesquels, vous voyez, il y a les leucotriènes et la prostaglandine. Et en effet, l'aspirine inhibe la synthèse des prostaglandines. Alors, s'agissant des réflexes d'Axone, donc ce phénomène-là est appelé un phénomène de réflexe d'Axone. Pourquoi c'est une double faute d'appeler ça un réflexe d'Axone? Premièrement, parce que, vous l'avez compris, ici, dans ce neurone-là, où se trouve l'axone? Il est là. Vous voyez, d'accord. Ici, c'est une dendrite. Donc, nous sommes ici dans le dendrite, non pas dans l'axone. Premièrement. Donc, ce n'est pas un axone. Deuxièmement, ce n'est pas non plus un réflexe. Parce que qui dit réflexe dit implication d'une synapse. Et ici, il n'y a pas de synapse. Voilà. Et pourtant, tout le monde appelle ça réflexe axone. Donc, le réflexe axone, c'est ni un réflexe, ni impliquant, ni un axone. Les peptides opioïdes, non seulement peuvent être libérés par les axones de la voie descendante analgésique, mais peuvent également être libérés localement par les cellules telles que les mastocytes ou bien les monocytes ici, les cellules mononucléaires, qui libèrent les peptides opioïdes, lesquels peuvent se combiner, se fixer sur les récepteurs aux opioïdes, et ces récepteurs aux opioïdes sont synthétisés par la cellule
par la cellule nerveuse qui a capté le signal douloureux. Donc ici, vous avez un deuxième mécanisme de modulation de la sensation douloureuse avec l'expression des récepteurs opioïdes et l'effet des peptides opioïdes qui vont diminuer le potentiel de membrane et qui vont permettre de moduler le train de potentiel d'action qui va remonter le long de ces dendrites pour véhiculer la sensation douloureuse. Donc il existe une possibilité de modulation périphérique, locale, de la sensation douloureuse par des peptides opioïdes. Bien sûr, si vous donnez des morphinomimétiques, cela va agir de la même façon. Alors, je crois que c'est la dernière diapositive. L'avant-dernière. On ne peut rien vous cacher. Alors, maintenant, comment peut-on moduler la sensation douloureuse? On va se placer dans un cadre médical. Donc, chez un patient qui a des douleurs pathologiques, il va falloir essayer de donner des substances pour inhiber ces douleurs. Et je n'ai pas eu le temps d'animer ces diapositives, mais on va commencer par la périphérie. On peut diminuer la sensibilisation des nocicepteurs en diminuant la concentration des prostaglandines avec notamment l'aspirine et d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est l'antalgique, disons, le plus communément utilisé. Vous pouvez également, dans certains cas, notamment dans la goutte, qui est une pathologie inflammatoire, extrêmement douloureuse, donner ce médicament qui est la colchicine, qui désorganise les tubules intracellulaires et donc qui empêche, ce neurone de véhiculer les vésicules jusqu'à la terminaison nerveuse. Donc ces vésicules ne peuvent pas aller jusqu'à la terminaison nerveuse, ne peuvent pas ensuite être dégranulées, et ceci va empêcher la libération de la substance P. Colchicine, qui désorganise le système tubulaire, empêchant le transfert des vésicules vers le bouton synaptique. Vous pouvez également donner les opioïdes, donc les opiacés, pour activer les récepteurs aux opioïdes et donc empêcher la libération de la substance P à partir des vésicules. Et enfin, vous pouvez donner des antagonistes des récepteurs NK1 pour empêcher cette substance P de se fixer sur le récepteur NK1. Et enfin, on l'a vu tout à l'heure, il n'existe pas encore de molécule pour ça, vous pouvez également donner des antagonistes de la protéine DREAM, ceci va permettre la libération des dynorphines. Oh. Voilà, les récepteurs opioïdes mu, kappa et delta, ça on l'a vu. Et on termine avec ça. Tout à l'heure, donc, à la pause, quelqu'un était venu me voir pour me demander mais comment? Eh bien, dans la syringomyélie, avec l'agrandissement de cet orifice central, il y a interruption de la voie douloureuse sans pour autant interruption de la voie qui permettent de ressentir les mécanostimulations. Eh bien, tout simplement parce que vous voyez ici, la nociception, sensibilité thermique, qui traverse la ligne médiane au niveau même de la moelle, alors que la sensibilité tactile et proprioceptive va monter ici pour traverser la ligne médiane qu'au niveau du tronc cérébral. Et donc, conservation de la sensibilité tactile et de la proprioception et destruction ou bien disparition de la sensibilité nociceptive thermique. 10h10.